Le jour où elle a rendu son insigne à un inspecteur qui refusait de croiser son regard, il lui restait 147 euros sur son compte et 13 jours avant l'expulsion. Son chien patientait dans le couloir, allongé près de la porte. Il s'est redressé sans un bruit à sa sortie, et il l'a accompagné comme s'il devinait depuis longtemps que cette journée se terminerait ainsi. On lui a proposé pour presque rien un poste de douane abandonné, un tas de pierres noircies, et le malaise d'un village entier qui détournait les yeux dès qu'elle approchait. Une ruine sans valeur, a dit le notaire. Personne n'en veut. Mais sous ces murs que tout le monde fuyait, son chien a deviné une présence qu'elle ne soupçonnait pas encore. Et ce qu'elle a découvert en s'enfonçant sous terre a bouleversé le sens d'une vie entière. Pas seulement la sienne. Si vous savez ce que ça coûte de rester digne quand tout vous a été retiré, cette histoire vous est destinée. Regardez-la jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne et confiez-moi en commentaire. Qu'est-ce que personne n'a jamais pu vous arracher? Il pleuvait ce soir-là, comme il pleut souvent dans les Pyrénées quand l'automne cède la place à l'hiver. Une pluie fine et froide qui s'infiltrait partout, jusque dans les cols des vestes les mieux fermées. J'étais de service au poste frontière que je connaissais par cœur depuis 12 ans. Chaque fissure du bitume, chaque odeur de diesel mouillé qui montait des camions à l'arrêt, chaque courant d'air qui se glissait sous la porte de la guérite. Je m'appelle Manon Salva, j'avais 38 ans, et ce soir-là, sans le savoir encore, je vivais ma dernière heure de service dans la douane française. Le poste où je travaillais n'était pas un grand point de passage. 2 voies, une guérite, un hangar pour les contrôles approfondis, et cette route de montagne qui serpentait vers l'Espagne à travers l'école. On m'appelait parfois la rigoureuse, pas toujours comme un compliment. Je vérifiais chaque document 2 fois, je posais des questions qu'on jugeait parfois inutiles. Mon père disait toujours qu'un douanier qui ne doute jamais est un douanier dangereux. J'avais fait mienne cette phrase sans même m'en rendre compte. Ce soir-là, un poids lourd s'est arrêté devant ma guérite, les essuie-glaces battant la pluie à un rythme fatigué, le moteur toussant comme s'il avait roulé trop longtemps sans entretien. Le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années au regard fuyant, tenait ses papiers d'une main qui tremblait un peu trop pour être honnête. J'ai fait le tour du véhicule comme des milliers de fois avant. Gaspard, mon chien, un malinois à la robe fauve marquée de noir sur le museau, s'est raidi contre ma jambe. Il ne grognait pas. Il faisait ce qu'il faisait toujours quand quelque chose n'allait pas. Il s'immobilisait, oreilles dressées, truffe frémissante vers l'arrière du camion. « Tout est en règle », a dit le chauffeur, un peu trop vite. « Des conserves pour un supermarché de Huesca. » J'ai regardé les papiers. Tout semblait effectivement en règle sur le papier. Mais Gaspard ne se trompait presque jamais, et 12 ans de métier m'avaient appris à faire confiance à ce genre de détails qu'aucune paperasse ne peut mentionner. Je vais juste vérifier le chargement, ai-je dit. Ce ne sera pas long. Le chauffeur a hoché la tête, trop vite encore, et ses doigts se sont resserrés sur le volant. J'ai ouvert la bâche à l'arrière. Dans un renfoncement entre des cartons de conserve, un enfant. 7 ans peut-être, les yeux immenses, muet de terreur, recroquevillé comme s'il pouvait disparaître dans le bois de la caisse. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Le chauffeur, voyant mon visage changer, a paniqué. Il a sorti quelque chose de sa poche. Je n'ai jamais su avec certitude si c'était une arme ou un téléphone. La pluie et la nuit brouillaient tout. Et il a murmuré, la voix cassée, que si je faisais un geste, si j'appelais du renfort maintenant, il y aurait des conséquences pour moi et pour l'enfant. J'ai pris une décision en 1 seconde, sans instruction, sans procédure, sans le temps de peser le règlement que je connaissais pourtant par cœur. J'ai refermé la bâche, j'ai fait signe au chauffeur de passer. Et pendant qu'il redémarrait, les mains tremblantes sur le volant, j'ai discrètement noté la plaque et transmis, par radio codée, une alerte à mes collègues du poste suivant, celui de la vallée, mieux équipé, mieux préparé pour intercepter un convoi, sans mettre en danger la vie qui s'y trouvait cachée. Ça a marché. L'enfant a été récupéré sain et sauf 20 minutes plus tard, à 15 kilomètres de là, par une équipe qui savait ce qu'elle faisait. Mais quelqu'un avait filmé la scène depuis un fourgon garé un peu plus loin sur le bas-côté, sans le contexte, sans le camion qui repartait sous contrainte,
sans l'enfant caché à l'intérieur. Juste moi, ouvrant la barrière, faisant signe au chauffeur de passer, dans la nuit et sous la pluie. La vidéo a circulé sur les réseaux dès le lendemain matin. Mon administration, qui n'aime rien tant que les explications simples, a préféré croire à la version la plus commode. Une douanière corrompue, achetée, qui avait laissé filer un chargement suspect contre de l'argent. On ne m'a même pas vraiment écouté. 2 inspecteurs sont venus, en costume, avec des dossiers qu'ils avaient déjà, semblait-il, remplis à l'avance. J'ai raconté l'enfant, la peur dans ses yeux, la menace du chauffeur. Ils ont hoché la tête sans y croire vraiment. La procédure aurait été d'appeler des renforts immédiatement, sur place, Madame Salvat, m'a dit l'un d'eux, un homme jeune que je n'avais jamais vu avant ce jour-là. Vous avez pris une décision seule. C'est ça, le problème? J'ai perdu mon insigne, mon salaire, et pire encore, la confiance de collègues avec qui j'avais passé des nuits entières sous la pluie, à partager un thermos de café trop fort et des silences qui en disaient plus que des mots. Yannick Rossi, mon ancien formateur, celui qui m'avait tout appris du métier, celui qui m'avait vu débuter, incertaine, 18 ans plus tôt, a plaidé ma cause devant la hiérarchie avec toute la force de ses 30 années de service. Il n'a rien pu faire. Je l'ai vu, ce jour-là, dans le couloir de la direction régionale, aussi impuissant que moi, les mains ouvertes en signe d'excuse, incapable de me regarder plus de quelques secondes. « Je suis désolé, Manon », a-t-il fini par dire, la voix basse. Je n'ai pas su les convaincre. « Tu as essayé, Yannick. Je sais que tu as essayé. » Il ne m'est resté que Gaspard. Lui aussi mis à la retraite, du jour au lendemain, parce qu'un chien retraité ne va pas sans son maître retraité. Nous sommes sortis du poste frontière ensemble, sous la même pluie fine, sans un mot, sans un regard en arrière vers le bâtiment où j'avais laissé 12 ans de ma vie. Gaspard marchait contre ma jambe, comme il le faisait toujours, comme s'il avait compris, lui aussi, que quelque chose venait de se refermer derrière nous. Les semaines qui ont suivi ressemblaient à une chute au ralenti. Plus de salaire, plus d'appartements de fonction, des économies qui fondaient plus vite que je ne l'aurais cru possible. Je dormais chez ma cousine Isabelle, à Pau, sur un canapé trop court, avec Gaspard couché en travers de mes pieds, comme s'il montait la garde même là, dans ce salon qui sentait la lessive et les repas d'enfants. Je passais mes journées à répondre à des petites annonces, à me faire raccrocher au nez dès que je prononçais le nom de mon ancien métier, à sentir sur moi le regard des gens du quartier qui avaient bien vu la vidéo, ou qui croyaient l'avoir vue, ce qui revenait au même. « Tu devrais changer de nom sur tes candidatures », m'a dit un soir Isabelle, sans méchanceté, en épluchant des légumes à la table de la cuisine. Ou au moins ne pas mettre 12 ans de douane en tête de CV. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas la force de lui expliquer que ce métier, ce n'était pas une ligne sur un CV, c'était toute ma vie, la seule chose que j'avais construite avec certitude depuis l'âge de 20 ans. C'est dans cette période, un matin gris de novembre, que le courrier est arrivé. Une enveloppe administrative, du genre qu'on ouvre sans grand espoir, tamponnée du service des domaines. Un avis de vente aux enchères. L'État se débarrassait d'un ancien bâtiment de douane, inutilisé depuis des décennies. Invendable, personne n'en avait jamais voulu. Disait la formule imprimée en petits caractères. Le nom du lieu m'a arrêté net, au milieu de la cuisine, la lettre tremblant légèrement dans ma main. Poste du pas de l'ombre. Je connaissais ce nom. Je l'avais entendu enfant dans la bouche de mon père, à voix basse, jamais en présence de ma mère, jamais devant des étrangers. Julien Salvat, lui aussi douanier, dans cette même région, mort dans des circonstances qu'on n'avait jamais vraiment éclaircies, quand j'avais 15 ans. Il disait ce nom comme on dit une prière ou une menace, et je n'avais jamais su laquelle des deux c'était vraiment. Je me souvenais d'un soir en particulier où il était rentré tard, le visage fermé, et où je l'avais entendu murmurer ce nom à ma mère derrière la porte de leur chambre, avant qu'elle ne réponde d'une voix tendue. « Ne recommence pas, Julien. Pas ça. » Je n'avais pas d'argent, je n'avais presque plus rien. Mais j'avais ce nom qui résonnait comme un appel venu du fond de mon enfance, et je n'avais plus rien à perdre. Alors je suis allé à cette vente,
un mardi matin, dans une petite salle municipale de Roquefade, un village accroché au contrefort pyrénéen, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Le notaire qui menait les enchères, un certain maître Fabre, un homme sec aux lunettes fines posées bas sur le nez, m'a regardé d'une drôle de façon quand j'ai levé la main pour enchérir. Il n'y avait dans la salle qu'une poignée de personnes, des habitués des ventes domaniales, des chasseurs de bonnes affaires venus pour d'autres lots. Personne n'a enchéri sur le poste du pas de l'ombre. Personne, dans toute la salle, n'a voulu de ce bâtiment. Maître Fabre a hésité un long moment avant d'adjuger, son marteau suspendu au-dessus de son bureau, comme s'il attendait que je me ravise. « Vous êtes bien sûre, mademoiselle ?» m'a-t-il demandé, et il y avait dans sa voix quelque chose de plus qu'une simple formule de politesse. C'est un bâtiment isolé, difficile d'accès l'hiver, et... Il s'est arrêté à chercher ses mots. Et personne au village ne s'y est jamais vraiment intéressé, vous comprenez? Je comprends, ai-je répondu, sans vraiment comprendre. Je maintiens mon enchère. Il n'a pas su me dire pourquoi, exactement. Ce bâtiment restait invendu depuis tant d'années, et j'ai senti dans son hésitation, dans ce malaise qu'il ne parvenait pas tout à fait à masquer, que ce n'était pas seulement une question d'accès difficile en hiver. Je n'ai pas insisté. Je n'avais pas su lui répondre autrement que par un signe de tête déterminé. 120 €. C'est la somme qu'il m'a fallu pour devenir propriétaire du poste du pas de l'ombre. 120 € et toutes les économies qu'il me restait pour la route. J'ai chargé Gaspard dans ma camionnette, un vieux véhicule qui avait connu des jours meilleurs, ses sièges élimés et son moteur qui toussait au démarrage par temps froid, et j'ai pris la route vers Roquefade sans savoir ce qui m'attendait, sans vraiment y croire moi-même. Je n'avais plus de métier, plus de collègues, plus d'appartements. Mais j'avais un chien, un nom de lieu qui résonnait comme un secret de famille, et la certitude, quelque part au fond de moi, que je n'avais rien à perdre en allant voir. La route montait en lacets serrés. La pluie avait laissé place à un brouillard bas, qui rasait les crêtes et donnait au sapin une allure de fantôme figé. Plus je montais, plus le village semblait se refermer sur lui-même, comme une main qui se ferme lentement autour d'un secret. Roquefade est apparu au détour d'un virage. Une poignée de maisons de pierre grise, un clocher trapu, une place déserte malgré l'heure de la matinée. J'ai remarqué tout de suite les regards, ceux qui s'attardaient un instant de trop avant de se détourner. Une femme qui balayait le pas de sa porte s'est arrêtée net en me voyant passer au volant de ma camionnette. Son balai suspendu dans les airs, ses yeux me suivant jusqu'à ce que je disparaisse au coin de la rue. Un homme, sur le pas d'un café dont l'enseigne à demi effacée annonçait chez Delrieux, a rentré la tête à l'intérieur sans un mot, comme s'il refusait de me voir. Gaspard, à côté de moi sur le siège passager, avait le poil hérissé le long de l'échine. Une posture que je ne lui connaissais que dans les moments les plus tendus de nos années de service. Il sentait quelque chose que je ne sentais pas encore, quelque chose dans l'air de ce village qui n'annonçait rien de bon. Le poste du pas de l'ombre se trouvait un peu à l'écart du village, sur une hauteur, accessible par un chemin de terre défoncé par les racines et les pluies successives. Le bâtiment m'est apparu tel qu'on me l'avait décrit dans le dossier de vente, et pourtant bien plus imposant, bien plus chargé d'histoire que je ne l'avais imaginé. Un ancien poste de douane à demi enseveli sous le lierre et les ronces, ses murs de pierre noircis par les intempéries, son toit affaissé par endroits, laissant deviner les poutres à nu. Sur la façade, à peine visible sous la mousse, j'ai reconnu l'ancien blason douanier, ces armes que j'avais portées moi-même sur mon uniforme pendant 12 ans, gravées ici dans la pierre bien avant ma naissance. J'ai poussé la porte qui a grincé comme une plainte longue et rouillée. À l'intérieur, l'air sentait le moisi et le renfermé, l'odeur des lieux qu'on a abandonnés sans jamais vraiment les fermer, comme si quelque chose ici avait empêché qu'on les vide tout à fait. Il n'y avait pas d'électricité. J'ai allumé une lampe de camping que j'avais emportée dans mes maigres bagages, et sa lumière jaune a découpé des ombres immenses sur les murs couverts de toiles d'araignée, sur les étagères rouillées, sur un bureau de bois dont le tiroir pendait, à moitié arraché. Cette première nuit a été rude. Le vent s'engouffrait par les interstices des volets et faisait gémir la charpente métallique comme une bête blessée. Un son continu, plaintif,
qui montait et retombait au gré des rafales. Quelque part sous le plancher, l'eau de pluie s'infiltrait goutte après goutte. Un bruit régulier, presque hypnotique, qui rythmait l'obscurité comme une horloge oubliée depuis longtemps. L'odeur de pierres froides et de bois mouillé s'était installée partout, jusque dans mes vêtements, jusque dans mes cheveux. Je me suis enroulé dans une couverture. À même le sol, Gaspard collait contre moi pour partager la chaleur, mais il ne dormait pas. Il tournait sans cesse, allait renifler un mur du fond, revenait, repartait, agité d'une manière que je ne lui connaissais pas, même dans nos années de service les plus tendues. « Qu'est-ce qu'il y a, Gaspard » ai-je murmuré dans le noir, sans vraiment attendre de réponse. Il s'est arrêté un instant, m'a regardé de ses yeux sombres, puis est reparti vers ce même mur, comme aimanté. Le lendemain matin, un coup frappé à la porte m'a fait sursauter, alors que je préparais un café brûlant sur mon petit réchaud de camping. Un homme d'une 60aine d'années se tenait sur le seuil, costume légèrement trop ajusté pour ses épaules rondes, sourire un peu trop large pour être tout à fait naturel. Bertrand Auriol, maire de Roquefade, s'est-il présenté en me tendant la main, une poignée ferme, presque trop appuyée. J'ai appris qu'une nouvelle propriétaire s'était installée ici. Ça circule vite dans un village comme le nôtre. Il a jeté un œil au bâtiment derrière moi, un regard rapide, presque inquiet, avant de reprendre son sourire de circonstance. « Oh, Cagne, c'est un bien vieux bâtiment que vous avez acheté là, mademoiselle Salva. Difficile à entretenir, isolé, sans grand intérêt pour qui n'est pas du coin. La mairie serait disposée à vous en débarrasser, pour un prix correct, bien sûr. Vous épargnez la peine de remettre ce vieux poste en état. » J'ai décliné poliment. « Je viens tout juste d'arriver, monsieur le maire. Je n'ai pas encore eu le temps de m'installer, encore moins de penser à revendre. » Il a insisté à peine, un simple hochement de tête, mais son regard, en repartant vers sa voiture garée en bas du chemin, s'est encore attardé sur ce mur du fond, où Gaspard avait passé la nuit à gratter. Ce détail, je ne l'ai remarqué que plus tard, en y repensant ce soir-là, mais il m'est y revenu avec une netteté troublante. Bertrand Auriol savait exactement où se trouvait ce mur, sans que je le lui ai montré. Je n'avais pas d'argent, pas de plan, mais j'avais du temps et un mur qui intriguait mon chien plus que de raison. J'ai commencé à nettoyer les lieux ce jour-là, décidé à comprendre pourquoi personne, en plusieurs décennies, n'avait jamais voulu de ce bâtiment pour 120 € à peine. Ce même jour, à court de provisions, je suis descendu au village avec Gaspard trottinant à mes côtés, prudent, la truffe levée vers les façades comme s'il cherchait à identifier chaque odeur nouvelle. L'épicerie de Roquefade tenait dans une seule pièce basse de plafond, des étagères chargées de conserves poussiéreuses, une odeur de café moulu et de savon de Marseille flottant dans l'air. La commerçante, une femme d'une 50aine d'années au tablier fleuri, m'a servi sans un mot de trop, comptant ma monnaie avec une attention presque excessive, comme si elle cherchait à retarder le moment où je repartirais. « Vous êtes bien installé là-haut » m'a-t-elle finalement demandé, sans vraiment lever les yeux vers moi. « On s'installe » ai-je répondu. « C'est calme. » Trop calme pour certains. Elle a hésité, puis a ajouté plus bas. « Mon mari travaillait à la mairie, avant. Il ne parlait jamais de ce poste. Jamais. Même à moi. » Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Elle m'a tendu mon sac de provisions et s'est détournée vers l'arrière-boutique, mettant fin, sans le dire, à notre échange. Dehors, sur la place, deux hommes âgés jouaient à la pétanque malgré le froid, et ils se sont arrêtés un instant pour me regarder passer, leurs boules suspendues dans leurs mains calleuses, avant de reprendre leur partie sans un mot. Ce silence, ce village entier semblait le pratiquer comme une langue à part entière. Une langue que je ne comprenais pas encore, mais que j'apprenais, jour après jour, à déchiffrer. Les jours suivants, je les ai passés à rendre le poste habitable, ou du moins vivable. J'ai bouché les fissures les plus larges avec ce que je trouvais. Réparé un carreau cassé avec du carton, monté un poêle à bois d'occasion trouvé dans une brocante à 30 km de là, le seul luxe que je me sois permis avec les quelques centaines d'euros que m'avait laissés une amie de longue date, prêtés sans qu'elle n'attende de retour immédiat. Gaspard, lui, avait pris l'habitude de faire le tour du bâtiment plusieurs fois par jour,
comme une ronde qu'il s'imposait à lui-même, revenant toujours, immanquablement, s'asseoir devant ce même mur du fond, patient, comme s'il attendait que je comprenne enfin ce que lui savait déjà. En déplaçant une étagère métallique rongée par la rouille contre le mur du fond, j'ai découvert une surface différente du reste de la pièce. La pierre y était plus lisse, agencée avec un soin que le reste du bâtiment n'avait pas. Comme si quelqu'un, un jour, avait pris le temps de refermer ce mur avec un soin presque affectueux. Un sceau y était gravé, presque effacé par le temps, mais reconnaissable entre mille pour quiconque avait porté l'uniforme. Le sceau des douanes françaises, ancien modèle, de ceux qu'on n'utilisait plus depuis longtemps, remplacé depuis par des logos plus modernes, plus froids. Gaspard s'est jeté contre ce mur avec une frénésie que je ne lui avais jamais vue, même pas dans nos années de service les plus tendues, grattant la pierre de ses griffes, gémissant doucement, tournant en cercle avant de recommencer, encore et encore. J'ai posé la main sur son dos pour le calmer, sans succès. Doucement, mon grand. Laisse-moi regarder. J'ai passé la main sur la surface et j'ai senti, sous une fine couche de crépi effritée qui tombait comme une poussière fine sous mes doigts, les contours d'une trappe murée. Quelqu'un, un jour, avait scellé ce passage avec soin, pour qu'il ne s'ouvre plus jamais, ou du moins pour qu'il ne s'ouvre pas facilement. En grattant plus près du sol, à la lueur de ma lampe, j'ai trouvé des initiales gravées dans la pierre, à peine visibles sous des années de poussière et de toile d'araignée, mais suffisamment nettes, une fois dégagées, pour que mon cœur s'arrête une seconde entière. J.S. Les initiales de mon père. Julien Salva. J'ai reculé d'un pas, la main sur la bouche, la lampe tremblant dans mon autre main et projetant des ombres affolées sur les murs. Comment était-ce possible? Mon père n'avait jamais parlé de ce lieu autrement qu'à voix basse, jamais devant témoin, jamais devant moi directement. Et voilà que ces initiales étaient gravées ici, dans ce bâtiment que personne n'avait voulu depuis des décennies, dans ce village qui semblait retenir son souffle chaque fois que je passais dans la rue. J'ai passé le reste de l'après-midi à tourner autour de cette découverte, incapable de me concentrer sur autre chose, incapable même de finir le nettoyage que j'avais commencé. Vers le soir, à court d'eau, je suis descendu jusqu'à la fontaine du village, un bassin de pierre usé par les siècles, au centre de la place. Une voisine âgée s'y trouvait déjà, remplissant lentement un arrosoir, ses gestes économes, précis, ceux de quelqu'un qui a fait ce même geste des milliers de fois. Elle m'a observé approcher avec une méfiance qu'elle ne cherchait pas vraiment à cacher, puis, quand je lui ai parlé du mur, de la trappe que j'avais découverte, son visage s'est fermé d'un coup, comme un volet qu'on rabat. « Personne ne touche à ce mur, mademoiselle », m'a-t-elle dit en resserrant son châle sur ses épaules, malgré la douceur relative de cette fin de journée. « Pour votre bien. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Elle a secoué la tête, a ramassé son arrosoir d'un geste sec. « Vous êtes la fille de Julien, n'est-ce pas ? On voit le même regard ?» Elle n'a rien voulu ajouter de plus, s'est éloignée d'un pas pressé vers sa maison, comme si elle regrettait déjà d'avoir parlé, comme si elle craignait qu'on l'ait entendue. J'ai passé la fin de cette journée-là dans un état second, incapable de chasser cette phrase de mon esprit. On voit le même regard. Cette femme avait connu mon père. Tout le village, sans doute, l'avait connu, et pourtant personne ne semblait vouloir en parler ouvertement. Cette nuit-là, malgré la peur qui me nouait le ventre, malgré les avertissements muets de cette vieille femme et le malaise persistant de maître Fabre au moment de la vente, j'ai pris un marteau et un burin trouvés dans une caisse à outils oubliée sous l'escalier, et j'ai décidé de briser le scellé. Gaspard s'est assis à côté de moi, immobile pour la première fois depuis notre arrivée, comme s'il savait que le moment était enfin venu, comme s'il avait attendu cela depuis que nous avions passé la porte du poste. Le mortier a cédé plus facilement que je ne l'aurais cru, s'effritant en larges plaques sous les coups répétés du burin, révélant peu à peu les contours d'une véritable trappe de pierre, munie d'un anneau de fer rouillé. Derrière elle, un escalier de pierre s'enfonçait dans le noir, ses marches usées par des passages que je ne pouvais que deviner. L'air qui en montait était étrangement froid et sec, presque salubre, comme si ce tunnel n'appartenait pas au même monde que le bâtiment humide au-dessus.
J'ai hésité un long moment sur la première marche, la lampe tremblant dans ma main, le cœur battant contre mes côtes comme il ne l'avait plus fait depuis des années. Avant de descendre, Gaspard collait contre mes jambes, son souffle chaud et régulier me rassurant plus que je ne l'aurais imaginé. Au bas de l'escalier, une petite cache avait été aménagée dans la roche, un renfoncement à peine plus grand qu'une armoire, taillé avec soin dans la pierre vive. Et là, posé sur une pierre plate comme sur un autel, un carnet de cuir usé par le temps, les coins racornis, une lanière de cuir le fermant comme un secret qu'on aurait voulu protéger de l'humidité elle-même, et peut-être aussi des regards. Sur la première page, une écriture que j'aurais reconnue entre mille, penchée, appuyée, celle de mon père. Un titre, souligné 2 fois d'un trait ferme. Passage de l'ombre. J'ai remonté le carnet à la surface, incapable d'attendre, incapable de lire dans ce tunnel où l'air me semblait soudain trop rare, où le silence pesait d'une manière presque physique. Assise sur le sol de la pièce principale, ma lampe posée à côté de moi, Gaspard couché contre ma cuisse, sa tête posée sur mes genoux comme pour m'apporter du réconfort, avant même que je ne sache si j'en aurais besoin, j'ai commencé à lire les pages de mon père. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a bouleversé l'image que j'avais de lui, patiemment construite depuis mon enfance. Dans sa jeunesse, bien avant ma naissance, à une époque où lui-même n'avait guère plus de 25 ans, Julien Salvat avait fait partie d'un réseau clandestin qui utilisait ce tunnel pour faire passer des réfugiés, à une époque où la frontière fermait des vies plutôt que de les protéger. Les pages parlèrent de nuits entières passées à guider des familles à travers la montagne sous la neige, de risques pris sans jamais en parler à personne, pas même à ma mère, écrivait-il, pour la protéger elle aussi de ce qu'il portait seul. Il décrivait des visages, des noms qu'il notait avec un soin presque religieux, comme s'il voulait que quelqu'un, un jour, se souvienne d'eux. Il parlait aussi de la peur, une peur qu'il n'avait jamais montrée devant moi, enfant, lui qui semblait toujours si calme, si sûr de lui derrière son uniforme. Une phrase, sur l'une des dernières pages que j'ai réussi à lire cette nuit-là, soulignée 3 fois d'un trait appuyé qui avait presque déchiré le papier, m'a glacé. Ce que j'ai caché doit rester caché. Pour ta sécurité. Elle s'adressait à moi, directement, comme s'il avait su, en écrivant ces lignes, que je les lirais un jour, bien après sa mort, dans ce même tunnel qu'il avait fréquenté toute sa jeunesse. Gaspard s'est soudain redressé, la truffe tendue vers l'entrée de la trappe encore ouverte derrière moi, un grondement sourd naissant dans sa gorge, un son que je ne lui avais entendu que rarement, réservé aux situations les plus sérieuses de nos années passées ensemble sur le terrain. Il avait senti quelque chose là-bas, dans le tunnel, une odeur trop récente pour appartenir au passé de mon père. Quelqu'un était descendu dans ce tunnel, et pas il y a des décennies. Il y a quelques jours, peut-être quelques heures à peine. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, le carnet serré contre moi, comme on serre un objet trop précieux pour le lâcher, l'esprit traversé de questions sans réponse. Qui protégeait encore ce secret après tant d'années ? Qui descendait encore régulièrement dans ce tunnel que tout le village semblait vouloir oublier? Et surtout, pourquoi maintenant, alors que je venais tout juste d'arriver, sentais-je déjà que je n'étais plus tout à fait en sécurité dans ma propre maison, celle que j'avais payée 120 € et qui commençait déjà à ressembler à bien plus qu'un simple toit? Le lendemain matin m'a apporté sa première réponse, aussi silencieuse que menaçante. En sortant vérifier ma camionnette avant de descendre au village pour quelques provisions, j'ai remarqué une flaque sombre sous le châssis, presque noire sur la terre battue. Je me suis accroupi, j'ai passé un doigt dedans par réflexe professionnel, et j'ai reconnu aussitôt l'odeur caractéristique du liquide de frein. Les freins avaient été sabotés, tranchés proprement, d'une main qui savait exactement où couper pour que je ne m'en aperçoive qu'au moment où il serait trop tard, dans une descente, sur une route de montagne sans garde-fou. Je suis resté là, longtemps, accroupi près de la roue, à fixer cette flaque de liquide qui continuait de s'égoutter goutte après goutte, avec la certitude glaçante que ce n'était pas un accident, pas une pièce simplement usée, mais un avertissement, aussi clair qu'une menace prononcée à voix haute. Gaspard, à côté de moi, tournait autour du véhicule en reniflant chaque roue avec insistance, un grondement continu roulant dans sa gorge.
Le soir même, en rentrant d'une longue marche jusqu'au garage le plus proche pour faire réparer les freins, une dépense que je ne pouvais pourtant pas me permettre, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte, sans nom, sans timbre, déposée à la main pendant mon absence. À l'intérieur, quelques mots découpés dans un journal, collés sur une feuille blanche d'une écriture qui se voulait anonyme, presque théâtrale dans sa volonté d'intimider. Vends et oublie ce que tu as trouvé. J'ai retourné cette feuille dans tous les sens, cherchant un indice, une trace, quelque chose qui pourrait me dire qui, dans ce village en apparence si tranquille, était capable d'une chose pareille. Je n'ai rien trouvé, sinon la certitude renouvelée que quelqu'un, ici, surveillait mes moindres faits et gestes. Bertrand Toriol est revenu me voir dans les jours qui ont suivi, plus insistant cette fois, son sourire un peu moins large qu'à notre première rencontre, un peu plus tendu. « Vous devriez vraiment reconsidérer mon offre, mademoiselle Salva, » m'a-t-il dit, debout dans l'encadrement de ma porte, refusant presque d'entrer plus avant dans le bâtiment. Il y a des traditions dans ce village qu'il vaut mieux ne pas déranger, des habitudes anciennes. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas comprendre. Quelle tradition, monsieur le maire? Qu'est-ce que je ne comprends pas exactement? Il a hésité, ses yeux fuyant les miens un bref instant. Certaines choses sont mieux laissées tranquilles, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour votre bien. Cette phrase « pour votre bien », je l'avais déjà entendue, de la bouche de cette vieille femme à la fontaine, et l'entendre à nouveau dans la bouche du maire lui-même n'a fait qu'approfondir mon malaise. Je commençais à comprendre que ce village entier semblait protéger un secret bien plus grand que celui de mon père. Un secret dont on voulait me tenir éloigné à n'importe quel prix, par la menace si nécessaire. Seul Gaspard restait constant dans ce paysage d'incertitude grandissante, sa vigilance ne faiblissant jamais quand la nuit tombait, ses oreilles se dressant au moindre bruit venu du dehors, comme s'il avait repris, sans qu'on le lui demande, son ancien métier de sentinelle. Je le regardais, certains soirs, monter la garde près de la fenêtre sans volet, et je me disais que j'étais peut-être la seule personne, dans ce village entier, à qui il restait quelqu'un digne de confiance. Décidé à comprendre ce que le maire refusait de me dire ouvertement, je suis retourné voir maître Fabre à son étude, quelques jours après la lettre anonyme, espérant qu'il se montrerait plus loquace loin de la salle des ventes. Son bureau sentait le vieux papier et la cire à parquet, des dossiers empilés jusqu'au plafond derrière lui. « Je ne peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit, mademoiselle Salva, » m'a-t-il répondu, mal à l'aise, ses doigts pianotant sur son sous-main de cuir. Ce bâtiment a une histoire compliquée. Votre père en faisait partie, d'une certaine manière. C'est tout ce que je sais ou tout ce que je suis autorisé à savoir. Autorisé par qui? Il n'a pas répondu, s'est contenté de rassembler ses papiers d'un geste qui signifiait clairement que l'entretien touchait à sa fin. Je suis reparti sans réponse claire, mais avec la certitude renforcée que ce silence collectif n'était pas le fruit du hasard, qu'il obéissait à une règle tacite que tout le village semblait avoir apprise depuis longtemps, une règle que je n'étais pas encore en mesure de comprendre entièrement. En fouillant plus loin dans le tunnel les jours suivants, sous la lumière tremblante de ma lampe, avançant pas à pas dans ce boyau de pierre dont je ne connaissais pas encore toute l'étendue, j'ai trouvé une autre cache, plus profonde que la première, dissimulée derrière un renfoncement naturel de la roche. Des documents y étaient arrangés dans une boîte métallique presque entièrement rouillée, des relevés manuscrits, des colonnes de chiffres, des dates. Certains portaient la signature de mon père. Ils suggéraient que Julien avait reçu de l'argent, régulièrement, sur plusieurs années, de personnes dont les noms ne figuraient dans aucun registre officiel que je connaisse. Des sommes qui ne correspondaient à aucun salaire de douanier, versées à intervalles réguliers, presque mensuels pendant près de 10 ans. Le doute s'est installé en moi violemment, comme une lame froide qu'on enfonce lentement. Et si mon père n'avait pas été le héros discret que j'avais imaginé toute mon enfance, mais un homme corrompu, ayant lui aussi profité, à sa manière, d'un trafic qu'il prétendait combattre depuis l'autre côté de la barrière? Toute mon enfance, j'avais grandi dans l'ombre de ses leçons de droiture, de son silence qu'il présentait comme celui d'un homme intègre, économe de mots mais jamais de principes.
Et si ce silence n'avait été, depuis le début, qu'une façon habile de cacher autre chose, quelque chose de bien moins glorieux, j'ai passé des heures, cette semaine-là, assise sur le sol froid du tunnel ou allongée sans sommeil dans la pièce du haut, à remonter mes souvenirs d'enfance, à les retourner dans tous les sens, cherchant les signes que j'aurais pu manquer sans le savoir. Les absences prolongées de mon père, qu'il expliquait toujours par des missions de service qu'il ne détaillait jamais. Les billets qu'il glissait parfois à ma mère sans explication, discrètement, comme s'il ne voulait pas que je les voie. Le silence pesant qui s'installait chaque fois que quelqu'un, à table, prononçait le nom de Roquefade, un silence que j'avais toujours mis, enfant, sur le compte d'une simple pudeur, et qui me semblait à présent chargé d'un tout autre poids. Un souvenir précis m'était revenu cette nuit-là avec une netteté qui m'a presque coupé le souffle. J'avais 12 ans. Mon père m'avait emmené, un dimanche, marcher sur un sentier de crête, loin au-dessus du village où nous vivions alors, à l'autre bout du département. Il s'était arrêté devant un cairn de pierres empilées sans raison apparente, avait posé la main dessus un long moment, en silence, le regard perdu vers l'Espagne qu'on devinait au loin, derrière les nuages accrochés au sommet. « Tu vois cette frontière, Manon ?» m'avait-il dit sans se retourner. « Elle ne sépare pas les hommes. Elle sépare seulement les papiers. Ne l'oublie jamais. » Je n'avais pas compris, moi, à l'époque, la gravité de cette phrase, prononcée comme on confie un secret trop lourd pour un enfant de 12 ans. Je l'avais rangé, comme tant d'autres souvenirs de lui, dans cette catégorie floue des choses que disent les pères, sans qu'on sache toujours pourquoi. Aujourd'hui, assise dans ce tunnel qu'il avait fréquenté en secret, cette phrase prenait un sens tout autre, plus lourd, plus vrai. Je me souvenais aussi de sa mort cette nuit d'hiver où il n'était pas rentré. Ce message laconique qu'un collègue était venu porter à ma mère, parlant d'un accident de montagne, d'une chute qu'on n'avait jamais vraiment su expliquer. Personne n'avait retrouvé son corps avant plusieurs jours. Personne à l'époque n'avait posé les questions que je me posais aujourd'hui, 15 ans plus tard, seul dans ce bâtiment qu'il avait fréquenté en secret. Épuisé moralement, à bout de force après des nuits sans sommeil et des journées entières passées à douter de tout ce en quoi j'avais cru, j'ai sérieusement envisagé de tout vendre à Bertrand Toriol et de repartir, de laisser ce secret enfoui où je l'avais trouvé, de préserver au moins l'image que j'avais gardée de mon père, en cessant de creuser plus loin dans ce passé qui ne m'apportait, semblait-il, que des raisons supplémentaires de douter. J'ai même préparé mes affaires un soir, ma valise ouverte sur le sol, prête à faire mes bagages dès le lendemain matin, et à reprendre la route vers Pau, vers le canapé trop court de ma cousine, vers une vie plus simple, sans mystère, sans menace. C'est Gaspard qui m'en a empêché. Cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à fermer définitivement la trappe du tunnel avant de partir, il a refusé obstinément de quitter l'entrée, couché en travers du passage, ses pattes croisées, me fixant d'un regard sombre et déterminé qui semblait me demander de ne pas abandonner maintenant, de ne pas fuir comme j'avais peut-être toujours eu envie de fuir au fond, depuis mon renvoi. « Pousse-toi, Gaspard » ai-je murmuré, la voix cassée par la fatigue. « On s'en va demain, c'est fini tout ça. » Il n'a pas bougé. Il a simplement posé sa tête sur ses pattes, sans quitter mes yeux, avec cette patience infinie qu'ont parfois les chiens quand ils savent, mieux que nous, ce dont nous avons besoin. Je me suis assise près de lui dans le noir, à même le sol froid de pierre, et j'ai compris que je ne pourrais pas partir sans savoir, que fuir maintenant reviendrait à abandonner mon père une seconde fois, sans même lui laisser la chance d'être défendu. Une nuit de plus, me suis-je dit, en caressant lentement la tête de Gaspard. Une seule nuit de plus pour comprendre. Cette nuit de plus a tout changé. Le lendemain matin, alors que je buvais un café amer devant le poste, encore hésitante sur la conduite à tenir, une femme que je n'avais jamais vue est apparue au bout du chemin. Un sac en bandoulière et un carnet de notes à la main, l'air déterminé de quelqu'un qui n'a pas fait tout ce chemin, à travers ce village méfiant, pour rien. « Manon Salva » m'a-t-elle demandé en s'approchant, sans attendre ma réponse pour poursuivre. « Je m'appelle Solène Imbert. Je suis journaliste. Je peux vous parler quelques minutes? C'est important. » J'ai hésité, la main resserrée sur ma tasse. « Important pour qui? » ?»« Pour vous, je crois. Et pour moi aussi, si je suis honnête. »
Nous avons parlé pendant des heures, ce jour-là, assises sur les marches du poste, autour d'un second café que je n'avais pas vraiment les moyens de lui offrir, mais que j'ai partagé quand même, en cassant en deux le dernier morceau de pain que j'avais. Solène enquêtait depuis plusieurs mois sur un trafic transfrontalier qui, selon elle, restait actif dans cette région, malgré des décennies de surveillance officielle et de discours rassurants sur la sécurisation de la frontière. Le tunnel du pas de l'ombre, m'a-t-elle expliqué en feuilletant son carnet couvert de notes serrées, sert aujourd'hui aux frères Costa. Enzo et Dario Costa. Vous en avez entendu parler? Je n'en avais jamais entendu parler avant d'arriver à Rockfad, mais leur nom, prononcé par Solène avec une gravité particulière, m'a immédiatement mise mal à l'aise. Elle m'a expliqué qu'ils dirigeaient un réseau de contrebande redouté dans toute la région. Des hommes qui n'hésitèrent pas à recourir à la violence pour défendre leur route de passage, des marchandises qu'elle préférait ne pas détailler trop précisément tant qu'elle n'avait pas toutes les preuves en main. Le tunnel n'était donc pas seulement un vestige du passé de mon père, une relique enterrée depuis des décennies. Il était toujours utilisé aujourd'hui même pour faire transiter des marchandises illégales à travers la montagne, exactement comme il avait servi, autrefois, à faire passer des réfugiés vers la sécurité. En recoupant nos informations, penchés ensemble sur les documents que j'avais trouvés dans la cache, une hypothèse nouvelle a commencé à prendre forme entre nous, presque malgré nous. Et si l'argent trouvé dans les papiers de mon père n'était pas un pot de vin de contrebandier, comme je le craignais depuis des jours, mais autre chose, quelque chose de plus proche de ce qu'il avait fait dans sa jeunesse. J'ai entendu parler dans mes recherches d'un informateur, m'a dit Solène, sa voix baissant instinctivement, bien que nous soyons seuls. Quelqu'un qui aurait renseigné les autorités sur un réseau bien plus ancien, des années durant, au péril de sa vie. Personne n'a jamais révélé son identité. C'est resté un dossier fermé, classé, oublié. Cette possibilité a rouvert en moi une plaie que je croyais définitivement refermée par le doute des derniers jours. Et si mon père n'avait pas trahi, mais servi, en silence, au prix d'un secret qu'il ne pouvait confier à personne, pas même à sa propre fille, pour la protéger justement de ce que je découvrais aujourd'hui? Mais cette nouvelle piste avait un prix immédiat, et Solène ne m'a pas laissé l'ignorer. « Vous devez comprendre quelque chose, Manon », m'a-t-elle dit avec une gravité qui ne laissait aucune place au doute. En creusant ce dossier, en gardant ces documents chez vous, vous êtes devenu, vous aussi, une cible directe pour les frères Costa. Ce n'est plus une question de vieux secrets enterrés depuis 40 ans. C'est une menace réelle, présente, immédiate. Il faut que vous soyez prudente. Plus que prudente. J'ai appelé Yannick Rossi ce soir-là, la voix tremblante, pour la première fois depuis mon renvoi, incapable de porter seul le poids de ce que je venais d'apprendre. Il a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu terminé, sa voix, au bout du fil, avait retrouvé cette assurance calme que je lui connaissais depuis toujours. « Ah, je viens demain, Manon. Ne bouge pas de là-bas cette nuit s'il le faut, mais reste sur tes gardes. Ferme bien la porte, et fais confiance à ton chien. Il a toujours eu plus de flair que nous tous réunis. » J'ai raccroché, un peu rassuré par sa promesse, mais la nuit suivante s'annonçait déjà, au loin, dans le ciel qui s'assombrissait au-dessus des crêtes bien avant l'heure habituelle, chargé d'un orage que je sentais venir dans mes os, comme une menace qui prenait enfin corps, une menace qui n'attendrait peut-être pas jusqu'au lendemain. L'orage a éclaté sur Rockfad avec une violence que je n'avais jamais connue en 12 ans passés dans ces montagnes, et pourtant j'en avais vu. Des tempêtes de frontières, de celles qui couchotent les sapins et transforment les torrents en rivières furieuses, en l'espace d'une heure. La pluie tombait à l'horizontale, portée par un vent qui hurlait entre les crêtes, arrachait les tuiles des toits du village en contrebas, et dans ce chaos, j'ai compris, trop tard, que les frères Costa avaient choisi cette nuit précisément parce qu'elle couvrirait le bruit de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Yannick n'était pas encore arrivé, retardé par des routes de montagne rendues impraticables par des chutes de pierres. M'avait-il prévenu par un dernier message avant que le réseau ne tombe complètement, victime de l'orage? J'étais seul dans le poste, avec Gaspard, la lampe vacillant sous les assauts du vent qui s'infiltrait par toutes les fissures du bâtiment. Inquiète de l'humidité qui s'infiltrait par endroits dans le tunnel,
Craignant que l'eau ne finisse par endommager le carnet et les documents que j'y avais laissé le temps de décider quoi en faire, je suis descendu vérifier une galerie que je n'avais pas encore explorée complètement. Un boyau plus étroit qui s'enfonçait plus loin sous la montagne que je ne l'avais imaginé jusque-là. Je n'imaginais pas une seconde ce qui m'attendait. J'ai entendu un bruit sourd au-dessus de moi, un grondement mécanique qui n'avait rien de naturel, puis un second bruit, plus proche, plus terrifiant encore, qui a semblé venir de la montagne elle-même, comme si la roche tout entière se réveillait. La galerie s'est effondrée derrière moi, puis devant moi, en quelques secondes à peine. Un effondrement qui n'avait rien d'un accident, provoqué par des mains qui savaient exactement où frapper la roche, déjà fragilisée par des décennies d'humidité et d'abandon. Je me suis retrouvé piégé, coupé de tout secours, dans une poche d'air qui rétrécissait à chaque nouvel éboulement. L'eau de l'orage commençant déjà à s'infiltrer par les fissures du plafond et à monter, lentement mais sûrement, autour de mes chevilles puis de mes mollets. Dans le noir total, ma lampe brisée sous un bloc de pierre, sous des tonnes de gravats qui grinçaient au-dessus de moi à chaque nouvelle secousse, j'ai cru, pour la première fois de ma vie, que j'allais mourir là, seul dans le noir, sans que personne ne sache jamais ce que j'avais découvert, sans que la vérité sur mon père ne voie jamais le jour. J'ai crié plusieurs fois, ma voix se brisant contre la pierre sans le moindre écho de réponse. J'ai tâtonné dans le noir, cherchant une issue, un interstice, n'importe quoi, mes mains se déchirant sur les arêtes vives des pierres tombées. L'eau continuait de monter, froide, implacable, et avec elle montait aussi une panique que je n'avais jamais connue, même dans les moments les plus dangereux de ma carrière de douanière. Je me suis forcé à respirer lentement, comme on me l'avait appris des années plus tôt lors d'un stage de sécurité en montagne, à compter chaque inspiration pour ne pas laisser la panique prendre toute la place. L'eau m'arrivait maintenant aux genoux. Quelque part au-dessus de moi, un nouveau grondement a fait trembler le peu d'espace qui me restait, et une pluie fine de gravillons s'est mise à tomber sur mes épaules, comme un compte à rebours silencieux. J'ai pensé à mon père, à ce qu'il avait dû ressentir, peut-être, dans ces derniers instants sur cette même montagne. J'ai pensé à Gaspard, dehors, et je me suis raccroché à l'idée qu'il ne renoncerait jamais, qu'il n'avait jamais renoncé à rien depuis que je le connaissais. Dehors, Gaspard, resté à l'entrée du tunnel où je lui avais ordonné de rester par prudence quelques minutes plus tôt, a compris avant quiconque que quelque chose n'allait pas. Il s'est mis à creuser sans relâche à l'endroit précis de l'effondrement, ses pattes labourant la terre détrempée par la pluie, ses griffes s'usant contre la pierre sans qu'il ne s'arrête une seconde. Et il a alerté tout le village de ses aboiements incessants. Un hurlement continu et désespéré qui perçait même le fracas de l'orage. Un cri que Bertrand Auriol, dans sa maison au bas du village, a fini par entendre malgré le vacarme du ciel et le bruit de la pluie sur ses volettes fermées. Il a d'abord cru à un chien perdu, affolé par la tempête, comme tant d'autres animaux du village cette nuit-là. Mais quelque chose dans la constance de cet aboiement, dans son intensité qui ne faiblissait jamais, l'a poussé à sortir malgré l'orage, une lampe torche à la main, remontant seul le chemin vers le poste. C'est là qu'il a trouvé Gaspard, creusant frénétiquement à l'entrée effondrée du tunnel, et qu'il a compris en un instant ce qui venait de se passer. Yannick Rossi, arrivé enfin, avec près d'une heure de retard sur ce qu'il avait prévu, guidé dans les derniers mètres par les aboiements de Gaspard, qui portait à travers la tempête malgré le vent contraire, a rejoint Bertrand Auriol devant l'entrée du poste. Les deux hommes, qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, ont compris en un regard qu'ils devaient agir ensemble, et vite. Auriol a réveillé quelques voisins, ceux dont les fenêtres restaient allumées malgré l'heure tardive, et bientôt une poignée d'habitants de Roquefade, ceux-là même qui m'avaient tourné le dos à mon arrivée, se sont retrouvés à creuser à main nue, à la lueur de lampes torches balayées par la pluie, pendant que l'eau continuait de monter dans le tunnel où j'étais piégé. Je me souviens avoir entendu, à travers les gravats, d'abord un grattement sourd, puis des voix étouffées, puis, plus distinctement, l'aboiement de Gaspard, toujours plus proche, toujours plus insistant, comme s'il refusait d'abandonner tant que je ne serais pas dehors. Je me suis accroché à ce son comme à la dernière chose qui me reliait encore au monde des vivants, remontant vers lui dans le noir, centimètre par centimètre.
poussant les pierres les plus légères de mes mains en sang. Elle est là. Je l'entends, a crié une voix que j'ai reconnue avec un immense soulagement, comme celle de Bertrand Auriol. Ils m'ont extraite in extremis, les mains en sang, trempées jusqu'aux os, grelottantes de froid et d'épuisement, à quelques minutes seulement d'une noyade, que personne, cette nuit-là, n'aurait pu prédire à l'avance avec certitude, tant l'eau était montée vite dans cette dernière poche d'air où j'avais failli passer mes dernières heures. Gaspard s'est jeté sur moi dès que j'ai émergé des décombres, sous la pluie battante, léchant mon visage couvert de boue, tremblant autant que moi, refusant de s'éloigner d'un pas alors que Yannick m'enveloppait dans une couverture de survie sortie de sa voiture. « Tu es folle d'être descendue seule cette nuit, m'a-t-il dit, la voix cassée par l'inquiétude autant que par l'effort. Complètement folle. Je sais, ai-je murmuré, à peine capable de parler tant mes dents claquaient. Je sais, Yannick. Dans les jours qui ont suivi cette nuit terrible, alors que je me remettais lentement, le corps couvert d'échymose et l'esprit encore hanté par ces minutes passées sous les gravats, tout s'est précipité avec une rapidité qui m'a presque donné le vertige. Les preuves rassemblées par Solène au fil de ces mois d'enquête, ajoutées à mon propre témoignage et aux traces indiscutables laissées par l'effondrement volontaire de la galerie, ont suffi pour que les autorités s'intéressent enfin sérieusement et sans détour aux activités des frères Costa. Leur réseau, déjà fragilisé par des mois de surveillance discrète que Solène avait patiemment documenté, s'est effondré presque aussi vite que la galerie qui avait failli m'ensevelir sous la montagne. Enzo et Dario Costa ont été arrêtés quelques jours plus tard, à quelques kilomètres seulement de la frontière, alors qu'ils tentèrent de fuir vers l'Espagne avec ce qui restait de leur dernière cargaison, pris dans un contrôle routier que la gendarmerie avait organisé sur la base des informations transmises par Solène et par les gendarmes du secteur, prévenus par Yannick dès le lendemain de mon sauvetage. C'est alors que Bertrand Auriol, le maire que j'avais soupçonné pendant des semaines, dont j'avais interprété chaque visite comme une menace supplémentaire, est venu me trouver un matin, seul, sans son sourire habituel, le visage marqué par une fatigue que je ne lui avais jamais vue. « Il faut que je vous parle, Manon », m'a-t-il dit, et c'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Assise sur les marches du poste, dans la lumière pâle de ce matin d'après-tempête, j'ai écouté ce qu'il avait à me révéler, la vérité qu'il portait depuis si longtemps. Seul, dans ce village qui gardait ses secrets, mieux que n'importe quelle forteresse. Il n'était pas mon adversaire, comme je l'avais cru. Il était un allié de mon père depuis toujours. Depuis leur jeunesse commune dans ce même village, celui qui avait aidé Julien Salvat à cacher l'entrée de ce tunnel des années plus tôt. Celui qui avait juré, à la mort de mon père, de protéger sa mémoire, et à travers elle de me protéger moi aussi, le jour où je viendrais, s'il le fallait un jour. Il l'avait fait à sa manière maladroite et menaçante, tentant de me faire fuir avant que le danger réel des frères Costa ne devienne trop pressant, préférant que je reparte fâché plutôt que blessé, ou pire. « J'ai eu tort de vous menacer ainsi », a-t-il ajouté, la voix étranglée par une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « J'ai eu tort de ne pas vous faire confiance plus tôt. Votre père aurait été fier de votre entêtement, vous savez. Il était pareil. La vérité complète a fini par éclater dans les semaines qui ont suivi, portée par le travail acharné de Solène et par les documents que j'avais découverts dans ce tunnel, désormais remis aux autorités compétentes. Mon père n'avait jamais trahi personne. Après ces années de jeunesse passées à aider des réfugiés à travers la montagne, dans ce même tunnel qu'il connaissait mieux que quiconque, il avait continué, en silence et sans jamais chercher la moindre reconnaissance, à transmettre des renseignements aux autorités sur un réseau de contrebande qui se reformait sans cesse dans cette région frontalière, année après année, au péril constant de sa propre vie. L'argent retrouvé dans ces papiers n'était pas un pot de vin, mais une indemnité versée discrètement par les services pour ce qu'il renseignait, pour compenser les risques qu'il prenait et qu'il ne pouvait justifier autrement à ma mère. Sa mort restait si longtemps inexpliquée, cette chute en montagne qu'on avait toujours présentée comme un accident, prenait enfin un sens nouveau et terrible. Il était mort en gardien silencieux d'une frontière qu'il avait choisi de défendre à sa façon, loin des honneurs, loin même de la connaissance de sa propre fille, trahi finalement par ceux-là même qu'il tentait de démasquer.
L'administration des douanes, informée par voie officielle de mon rôle dans le démantèlement du réseau des frères Costa et dans la révélation tardive du travail de mon père, m'a proposé, quelques semaines plus tard, une réintégration officielle, un retour à l'uniforme que j'avais porté avec fierté pendant 12 ans, accompagné d'excuses prudentes et d'une promesse de révision de mon dossier. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Plusieurs jours durant, debout devant ce vieux bâtiment que j'avais acheté pour 120 € sans savoir ce qu'il allait m'apporter, Gaspard assis à mes pieds comme il l'avait toujours été, fidèle à travers chaque tempête. Et j'ai fini par refuser avec une dignité que je ne me connaissais pas avant cet automne-là. Une dignité que je devais peut-être, en partie, à mon père lui-même. Ma place n'est plus dans un uniforme dicté par d'autres, ai-je dit à l'inspecteur venu en personne me transmettre l'offre. Un homme poli, mais visiblement surpris de mon refus. Elle est ici, dans ce lieu que mon père a protégé au prix de sa vie, et que j'ai failli abandonner par peur de la vérité. J'ai transformé le poste du Pas de l'Ombre en un lieu de mémoire, ouvert aux habitants de Rockfad et à tous ceux qui voudraient un jour comprendre ce qu'un homme discret avait fait, en silence, pour protéger une frontière et les vies qui la traversaient, hier comme aujourd'hui. J'y ai installé dans une vitrine simple le carnet de mon père, ouvert à la page où il m'écrivait ces mots que je comprenais enfin pleinement. Le village, qui s'était fermé sur mon passage à mon arrivée, m'a peu à peu accueilli comme l'une des siennes. Les portes qui se fermaient s'ouvrant enfin sur mon passage, les regards fuyants devenant des saluts sincères sur la place, la vieille femme de la fontaine m'apportant même, un matin, un pot de confiture fait maison, sans un mot, juste un sourire timide qui valait toutes les explications du monde. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle dans les Pyrénées et fait gémir doucement la vieille charpente métallique du poste, ce même gémissement qui m'avait tant effrayé la première nuit, je pense à mon père, à ce qu'il a porté seul pendant tant d'années. Et je ne ressens plus la colère ni le doute qui m'avaient rongé pendant ces semaines difficiles. Je ressens autre chose, quelque chose qui ressemble à de la fierté, tranquille et méritée. Une fierté qui n'a plus besoin d'uniforme pour exister. Gaspard vieillit à mes côtés, plus lent qu'avant sur les sentiers de montagne. Ses pattes un peu plus raides chaque hiver, mais toujours aussi attentif au moindre bruit suspect venu de la vallée. Toujours prêt à se dresser, oreilles tendues, à la moindre chose qui lui semble ne pas être à sa place. Solène est revenue plusieurs fois à Rockfad dans les mois qui ont suivi. D'abord pour finir son enquête, puis, je crois, simplement parce qu'une amitié s'était nouée entre nous, forgée dans cette nuit d'orage et dans tout ce qui l'avait précédé. Son article, publié au printemps suivant dans un grand journal national, racontait l'histoire complète du réseau des frères Costa, et, en creux, celle de mon père, sans jamais trahir ce qu'il y avait de plus intime dans son carnet. Elle me l'avait montré avant publication, assise à ma table, la lampe allumée entre nous. « Tu es sûr que ça te va, que son nom apparaisse comme ça, publiquement ?» m'avait-elle demandé, un dernier scrupule dans la voix. « Il a passé sa vie dans l'ombre, Solène. Je crois qu'il mérite une fois un peu de lumière. » Yannick, lui, a pris sa retraite l'année suivante, et il vient souvent, désormais, passer quelques jours au poste, à réparer ce que mes mains seules ne suffisent pas à réparer, à raconter à qui veut l'entendre, sur la place du village où on le connaît maintenant presque aussi bien que moi. Les histoires de ma jeunesse au poste frontière, celles qui me font encore rougir. Bertrand Auriol, de son côté, a fini par me confier, un soir d'été, la dernière lettre que mon père lui avait laissée avant sa mort. Une lettre qu'il n'avait jamais osé m'apporter jusque-là, craignant que je ne sois pas prête à la lire. Je l'ai lue seule ce soir-là, sur les marches du poste, et j'y ai trouvé, enfin, les derniers mots que mon père n'avait jamais pu me dire de son vivant. Le poste du Pas de l'Ombre accueille aujourd'hui, chaque été, des groupes d'écoliers venus de la vallée, à qui je raconte, avec les mots les plus simples que je trouve, ce qu'un homme discret a fait pour que d'autres puissent vivre en paix. Je leur montre le tunnel, rouvert et sécurisé, la trappe qui ne se referme plus sur aucun secret. Et je leur présente toujours Gaspard, couché fidèlement à l'entrée, comme il l'a toujours été, comme si sa place, depuis le premier jour, avait toujours été de garder ce seuil entre l'ombre et la lumière. Nous avons trouvé, lui et moi, dans ce lieu que personne ne voulait, dans ce tunnel que tout un village avait juré de faire oublier,
Ce que je cherchais sans le savoir depuis le jour où j'avais perdu mon insigne sous la pluie. Un endroit qui nous appartient vraiment, avec ses ombres et sa lumière, et qui enfin ressemble à un foyer.